Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené dans ton parcours personnel à te rendre à Auroville en fait, à 72 et ensuite à y retourner? Qu'est-ce qui t'attire en fait là-bas? À partir de l'âge de 16 ans, je commençais à chercher un petit peu du côté de l'Inde, voir qu'est-ce qu'il y avait. Il y avait quelque chose qui m'attirait. Et puis j'ai eu l'occasion, lorsque j'avais 20 ans, d'y aller, de me retrouver à Pondichéry. Et puis une fois que j'étais là-bas, j'ai senti que c'était là. Enfin, c'était là, voilà, que c'était ça pour moi. Et à partir de ce moment-là, c'était un nouveau commencement. Bon, ensuite, je suis retourné en France, j'ai fait des études, j'ai eu une activité professionnelle, mais j'avais toujours dans l'idée qu'un jour, je viendrais m'établir à Auroville pour participer à cette aventure, ce que j'ai fini par faire. Et qu'est-ce qui t'a attiré et motivé au plus profond de toi, en fait, à y retourner? Qu'est-ce que tu cherchais en fait? Est-ce que c'était ta rencontre en fait dans les années 70 avec la mer qui est à l'origine de cette vision-là? C'est ma rencontre avec la mer qui a été déterminante parce que je me suis retrouvé là en face de quelque chose de tellement réel que c'en était vraiment convaincant. Et je voulais retrouver le fil de cette réalité-là en allant à Auroville. Et puis c'est comme un fil qu'on tire. Et une fidélité aussi, et une exploration. Pas réel, tu peux préciser? Réel, j'imagine que c'était pas encore au niveau de ce qui était manifesté, puisqu'en fait, Auroville n'existait pas encore. Non, quelque chose qui est vrai par soi-même et qui est convaincant et par rapport à quoi le reste paraît un petit peu insubstantiel et il y a quelque chose. C'est très subjectif, hein, mais on est en face de quelque chose qui est totalement vrai, je ne sais pas comment dire. Et là, n'est-ce pas? Et on s'est dit, oui, c'est pour ça qu'il faut vivre, et c'est ça qu'il faut servir. C'est comme ça que j'ai compris. Donc tu avais le sentiment que cette vérité, tu ne pouvais la trouver en fait qu'à Auroville parce que c'est là qu'il y avait les conditions pour pouvoir le vivre, ou c'était non, c'est pas une chose locale, je crois pas. Chacun peut toucher ça parce que je crois qu'on est dans une condition très collectivement sur toute la Terre, c'est un petit peu la même chose partout, la même condition humaine, les mêmes problèmes qui se posent, les mêmes solutions qui vont finir par émerger. Donc il y a une très grande unité maintenant de substances, de problèmes, de problématiques. Donc il n'y a pas de lieu où ça se passe et de lieu où ça se passe pas. Ça, je ne le crois pas du tout. Pour moi, c'était comme ça. Pour d'autres, ça peut être à Paris. Hein. Oui. Est-ce que tu peux nous parler en fait de la mer, puisque on verra ensuite que aussi bien Aviram que Uma, qui sont très inspirés par elle, ne l'ont pas connue. Elle avait déjà quitté son corps quand ils sont arrivés à Auroville. Toi qui l'as rencontrée en quelques circonstances, qu'est-ce qui t'a le plus frappé en fait? Qu'est-ce qui t'a inspiré en elle? Comment une femme seule, puisque Aurobindo était mort en fait dès les années 50, comment une femme seule pouvait arriver à porter une telle vision et inspirer des centaines ou des milliers de personnes? Quelle était ta relation, quel était l'impact qu'une femme comme ça peut avoir sur les gens et qu'elle a pu éventuellement avoir sur toi? Je ne sais pas comment parler de ces choses-là. On dit une femme idéale, en vue de l'extérieur, c'est une femme toute seule dans sa chambre, assise dans son fauteuil. Mais enfin, si vous prenez ça du côté de quel principe de conscience est là actif, c'est plus juste une personne, c'est un principe de conscience qui se manifeste. Voilà, donc ce principe de conscience, il se manifeste de manière progressive parce qu'elle avançait tout le temps, elle explorait tout le temps. Et puis à un moment donné, ça s'est traduit par le projet d'Auroville. Elle a écrit la charte et puis elle a invité les gens. Voilà, si ça vous tente, venez et puis essayez. Et ce que tu appelles un principe de conscience, en fait, toi, tu le décrirais comment dans tes termes à toi par rapport en fait à ta propre expérience? Pourquoi veux-tu que je définisse Parce que je suis curieux. Ce qui m'importe, c'est de le vivre, c'est pas de le définir. Par exemple, oui. Eh ben, tu as soif. Comment est-ce que tu définis l'eau? Par ta soif.
Voilà. Et là... Et là, ta soif, en fait, c'était une soif d'un idéal. Il y en a qui sont butés. On est là pour ça. Non, mais on ne veut pas dire de bêtises non plus, parce qu'on se sent en contact avec quelque chose qui est très vaste, n'est-ce pas, de possibilités. Oui, Alors, quand on va dire quelques mots comme ça va être un petit peu ridicule, ça ne rendra pas justice du tout à la chose elle-même, et que chacun peut partir à la découverte de cette chose de manière authentique, et le moins on en dit, le mieux c'est, parce que sinon ça crée des idées préconçues, donc je ne vais pas leur faire ça, ils sont venus, et je ne vais pas leur mettre des idées préconçues dans la tête. Dans la charte d'Euroville, la maire en fait mentionnait la notion de unending education, d'éducation en fait perpétuelle. Sans fin, oui, perpétuelle. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui effectivement, et en plus toi dans ton rôle de professeur, c'est quelque chose que tu vois justement se matérialiser, se diffuser? Oui, c'est une dimension, à mon avis, très importante du projet d'Euroville, c'est-à-dire que c'est actuellement dans les sociétés telles que nous les connaissons, on va à l'école. Et puis après, il y a le marché du travail. Donc on a une activité professionnelle. C'est-à-dire que l'école, en fait, ça sert à vous rendre employable. Ça n'a pas grand-chose à voir avec l'éducation. Dans le projet d'Euroville, l'éducation, c'est tout le temps, ça n'arrête jamais. Donc c'est pour ça que la première école, Mère l'a appelée la dernière école, last school. Parce qu'elle a dit, il n'y aura pas d'école... fermée comme ça, isolée, parce que ce sera plus nécessaire, puisque ce sera toute la société qui sera une école. Et comme on n'est pas prêt, on va en faire une. Bon, puis après, on en a fait d'autres, par habitude. Et alors, on a un petit peu du mal à sortir de cette habitude de, bon, on va à l'école, puis après, on a une activité professionnelle. C'est une chose où je ne crois pas qu'on l'ait réalisé véritablement à Euroville, cette société, où on est constamment dans un mouvement de progrès, parce que ça oblige à tout redéfinir. Ça redéfinit la manière dont on prend des décisions, puisqu'on est tous à l'école, on est tous des apprenants, on ne sait rien d'Euroville. Je ne crois pas qu'il y ait un Eurovillien qui sache comment on peut manifester Euroville. Donc autant assumer cette ignorance et dire d'emblée de jeu, on n'en sait rien. Ce qui est très nouveau, n'est-ce pas? D'habitude, en général, on se présente comme un expert pour prendre des décisions, pour légitimer une position. Et là, à Euroville, il faut accepter de dire, bon, on ne sait pas, mais on va essayer ensemble. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, on est à l'école maternelle presque tout le temps, quoi. Et ça redéfinit le travail. Parce que si le travail, ça devient le lieu du progrès, alors ça cesse d'être le lieu où on va gagner sa vie. Ça change la fonction du travail dans la société. C'est le plus grand cadeau du travail, c'est là où on peut progresser, parce que c'est là qu'on est en contact avec les autres à propos d'un projet commun, et c'est là qu'on apprend, c'est là qu'on progresse, c'est là qu'on devient. Donc ça change aussi l'économie, du coup. Simplement, de redéfinir la société comme un lieu d'apprentissage permanent, ça change la gouvernance, ça change l'économie, ça change tout. Et donc aujourd'hui, en termes de découverte individuelles et collectives qui ont été faites, donc au niveau de l'économie, donc tu parles de l'éducation, mais peut-être au niveau de l'économie, de la gouvernance. Qu'est-ce que ça... La gouvernance, on tâtonne, on patauge, mais c'est pas grave, hein, ça fait 40 ans qu'on fait ça, on peut continuer, et c'est très bien. Et c'est très intéressant d'ailleurs parce qu'on s'aperçoit que c'est pas une condition du succès du tout. Euroville s'est développé en pataugeant et pas en réussissant une formule. Mais il y a quelque chose qui fait que ça reste groupé, il y a une aspiration commune, il y a un feu, il y a une flamme qui fait qu'on continue d'avancer. Et c'est ça qui est important, et on continue d'explorer dans l'économie, dans l'éducation, dans la gouvernance. Puis ce sera peut-être toujours comme ça. Je ne pense pas qu'il y aura un jour une formule où on dira « ça y est, on est arrivé ». Avec les organisateurs du forum, on a atterri un petit peu par hasard, si je puis dire, à Euroville. Et quand on a vu effectivement ce qui s'y passait, à la fois il y a par exemple un magnifique bâtiment qui s'appelle le Matrimandir, qui est vraiment, quand on y rentre, en fait, quand on y médite, quand on le visite, en fait, on a vraiment une idée de la perfection. Et en même temps, on a ressenti qu'il y avait beaucoup de légèreté, en fait, dans la libre entreprise, au sens large du terme, en fait. C'est ça qui nous a donné envie
d'ailleurs de faire ce thème de vivre son utopie. Ce qu'on a vu aussi, c'est que on se posait la question de savoir si Euroville, cet idéal, cette utopie, en fait, en devenir, comment on va dire les vocations personnelles pouvaient se combiner avec l'utopie collective, en fait. Est-ce que c'est des choses dont vous discutez? Est-ce que c'est des choses, en fait, qui parfois donnent lieu à des frictions, à des confrontations peut-être? Bien sûr, nous avons des frictions, parfois des confrontations, mais ça n'atteint jamais le seuil où ça menace la cohésion de l'ensemble. Ça monte à un certain niveau, et puis après, on a des processus de médiation, de consultation, où le dialogue reprend sa place, et bien sûr qu'il y a des frictions. Mais bon, d'abord, le mot utopie, à partir du moment où on commence, ce n'est plus une utopie, puisque utopie, ça veut dire nulle part. Donc dès que vous commencez quelque chose quelque part, ce n'est déjà plus tout à fait une utopie. Et puis, il faut qu'elle existe dedans, c'est surtout ça qui est important. Il ne faut pas que ce soit juste dans la tête. Il faut que ce soit un besoin dans le cœur, dans la vie. Et c'est un engagement, c'est quelque chose à quoi on se donne. Et si on s'y donne, en même temps, on se trouve dans la vraie position, donc on devient soi-même, et donc on est en mesure d'apporter le mieux qu'on puisse apporter. C'est là que ça se combine, les deux, le collectif et l'individuel. Si vous avez la possibilité de vous donner à quelque chose, vous donnez le meilleur de vous-même, et donc vous vous accomplissez. Tu vois ? Et il faut créer des espaces où c'est possible. Pour l'instant, je trouve, enfin ici, dans cette société, se donner, faut tout. Bon, il y a des associations, mais enfin, c'est toujours dans les interstices. On est obligé plus ou moins de se vendre pour gagner sa vie, et il n'y a plus d'espace libre, quoi. Et c'est dans le don qu'on s'élargit, c'est dans le don qu'on s'enrichit, qu'on devient, qu'on grandit sans cesse. Il y a le don, et puis il y a le don, ce que l'on fait aux autres, évidemment, et puis il y a le don que l'on fait, l'offrande de soi que l'on fait à ce qui est plus vrai que soi, plus grand que soi. Et ça, on a vraiment besoin de ce contact avec un divin, parce que c'est là qu'on respire, quoi. C'est l'ouverture. Une fois, on est tout le temps en train de se mettre en fermeture sur toutes sortes de choses, mais là, enfin, là, on ne peut pas fermer. Le divin, l'infini, ça ne peut pas être fermé. Et on respire. À chaque fois qu'on trouve ça, on respire à nouveau et on est prêt à repartir. Bon, c'est maladroit ce que je dis, mais enfin... Bon. Non, c'est très bon. Il faut trouver un rapport au divin qui soit totalement libre des religions, des références religieuses, parce que ça a vraiment trop enfermé quelque chose qui est vaste et libre par nature. Donc, voilà, il faut enfin, mon coup de chapeau pour tout ce que les religions ont apporté à l'humanité. Mais enfin, c'est plus le moment de faire des religions. Il faut vraiment avoir l'expérience de ce divin qui est libre de se manifester dans l'humanité, pour peu qu'on veuille bien l'accueillir, participer, collaborer, sans savoir ce que c'est. Ça, c'est un point important. Ce que tu dis, en fait, c'est que pour pouvoir vivre quelque chose de grand, se réaliser à titre individuel ou collectif, il faut d'abord et avant tout se connecter à cette essence divine, à ce divin. Ça semble être un préalable. Ça dépend. Pour chacun, il y a un fil différent. Pour certains, ça sera un sens de progrès, être tout le temps en train de progresser, d'être au plus vrai de soi-même, au maximum de soi-même. Pour d'autres, ça va être effectivement d'avoir une connexion avec une transcendance. Mais ça peut, si c'est que ça peut vous retirer de la vie, ça peut vous retirer des autres. Donc il faut trouver quelque chose qui est dans le mouvement de la vie, pour que ce soit, ce que Mère avait dit, c'est la vie elle-même qui doit progresser. C'est pas que dans le mental, on a des idéaux, et puis tout d'un coup, on va les appliquer à la vie, puis on va obliger la vie à être idéale. Alors en général, ça marche pas. Elle se révolte ou elle dépérit. C'est la vie elle-même qui doit attraper ce mouvement, cette joie qu'il y a de progresser, de s'offrir, de se donner, ce qui fait qu'il y a une énergie de vie. Pas l'énergie de vie avide, n'est-ce pas, ou apeurée que l'on connaît. Une énergie de vie beaucoup plus libre, beaucoup plus heureuse, beaucoup plus pleine. Et si on ne trouve pas cette énergie de vie, ou si cette énergie de vie ne trouve pas ce chemin-là, de progrès constant, d'évolution constante, de plénitude dans le progrès, on n'arrivera jamais nulle part.
Parce que l'intellect tout seul n'a pas l'énergie, il n'a pas la capacité de nous amener quelque part. Il faut que l'énergie de vie elle-même collabore à ce mouvement de don et d'offrande. Nous avons différents éléments en nous et l'énergie vitale, c'est un de ces éléments. Mais enfin, c'est une énergie qui est très indépendante, qui des fois pose ses conditions. C'est pas évident, hein. L'ego, il se niche partout. Donc, c'est pour ça que ce mouvement dans la vie, de la vie, c'est pas une exaltation de l'élan vital dont je parle, c'est un chemin de progrès pour que la vie apprenne que c'est plus beau et c'est plus vaste et c'est plus grand quand on s'offre que quand on prend. Et ça, c'est un apprentissage que l'énergie de vie doit faire parce que c'est pas naturel. Naturellement, on est construit pour prendre, se battre, être en compétition. Ces mouvements-là sont là, n'est-ce pas? Et il faut convertir ces mouvements-là en un mouvement différent. Et si cette conversion ne prend pas, eh ben on fait du surplace, on n'y arrive pas, on ne bouge pas. Donc il y a un travail de transformation de la substance, des différents éléments de la nature humaine en nous. C'est dans le mental, c'est dans l'énergie de vie, c'est dans la conscience physique, avec toutes ces petites habitudes là, qui sont toutes petites, qui nous enferment. On est obligé de travailler sur tout ça si on veut laisser passer quelque chose qui soit vrai, libre, léger et nouveau. On en revient toujours à la transformation intérieure. Merci Jean-Yves, merci beaucoup. Merci à vous. Ça fait plaisir.